Merci de nous regarder de partout à travers ces magazines. Doctrina, un magazine consacré à l'éducation nationale et bien évidemment à la formation. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Hugo Tuité, chef d'établissement. Monsieur Hugo Tuité, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci à vous. Ok, vous vous sentez bien? On est très à l'aise. D'accord. Merci surtout de répondre à notre invitation. De l'entame de cette émission, il sera question de la dissertation. Et c'est quoi d'abord la dissertation pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent? Merci pour la question, mais aussi pour une question d'actualité à ce jour dans l'enseignement, surtout pour les enfants de 6e, ceux-là qui préparent l'examen d'État. C'est une question d'actualité parce que d'ici le 12 juillet, ces enfants vont passer cette épreuve nationale. Qu'est-ce qu'on attend par dissertation? Je ne voudrais pas entrer dans des considérations très linguistiques parce que ici, comme vous m'avez présenté en qualité de chef d'établissement, c'est en cette qualité-là que je vais intervenir, non pas comme professeur de français, Oui. Parce que en tant que chef d'établissement, j'ai un œil sur le déroulement ou l'encadrement de ces finalistes dans ce domaine-là. La dissertation, simplement, c'est en fait un art ou encore une action pour mieux exprimer ses idées par écrit, dans une certaine logique, afin de plaire les lecteurs. Donc, grosso modo, je dirais c'est l'action de mieux exprimer ses pensées par écrit. C'est là un plan bien ordonné afin de plaire celui qui va vous lire. Justement, c'est aussi une étape très importante Oui. parmi les épreuves d'État pour les finalistes. Mais déjà, comment est-ce qu'elle est structurée, cette dissertation? Oui, elle a une méthodologie à suivre, comme toute une rédaction qui se respecte, parce qu'au départ, c'est une rédaction qui, dans la formation de finalistes, ce n'est pas une première en ce qui concerne la dissertation, parce que tout au long de leur parcours scolaire, ils ont eu une certaine formation qui leur préparait déjà à la dissertation. Ils ont eu ce qu'ils ont appelé la phraséologie, la formation de simples phrases. Il y a eu la rédaction à partir de l'école secondaire vers les classes de 3e, 4e, pour revenir à l'ancienne appellation. Et à partir de la 5e, actuellement appelée 3e, vers la fin de l'année, en 5e, déjà ces enfants sont initiés à la dissertation. Qu'est-ce qu'on leur apprend dans ce domaine-là, ou quelles sont les structures, comme vous le dites? Il y a 3 grandes parties. La première, c'est l'introduction. La deuxième, le développement, et la conclusion. Chacune des parties, à son sein, a de sous-parties ou de sous-ensembles. L'introduction a 3 petits éléments. Le développement aussi se présente sous plusieurs aspects, selon la présentation du thème ou du sujet. Et il y a aussi la conclusion qui est consécutive au développement. Et quant à l'introduction, nous retrouvons d'une manière sommaire la reformulation du sujet comme étant la première sous-étape dans l'introduction, où il est question d'exprimer autrement, d'exprimer en d'autres termes le thème ou le sujet, en faisant tabula rasa des concepts qui ont été utilisés dans les thèmes de départ. Après cette reformulation, on pose maintenant la problématique, qui n'est d'autre qu'un ensemble de questions. Ce n'est pas un seul problème, pas une seule question, parce qu'il s'agit d'une problématique. Plus de 2 questions suffiraient pour présenter cette problématique. Et finalement, il y a l'annonce du thème. Et à travers cette annonce, on présente
les idées fondamentales qui seront en fait décortiquées dans le développement. Et quant au développement lui-même, comme je l'ai dit, il se présente sous plusieurs aspects, mais cela selon la présentation du thème. C'est ainsi qu'on a un développement démonstratif, c'est que là, le candidat est appelé à démontrer. Un développement explicatif, là, il apporte des explications. Il analyse profondément le thème. Le développement peut être comparatif. Là, il ne procède pas de comparaison, mais aussi il peut être dialectique, là qu'il faut prendre position pour ou contre, et finalement il y a une synthèse qui sera présentée dans la conclusion. Voilà. Et finalement la conclusion elle-même, c'est la plus synthétique, elle est très courte par rapport aux deux grandes parties. La conclusion à son sein a 3 éléments. On rappelle le sujet, annonce du sujet, on rappelle le thème de départ. C'est par là qu'il faut commencer, bien sûr, avec des tournures transitoires qui existent. On rappelle le sujet, on présente brièvement les idées qui ont été suffisamment étayées au niveau du développement. Et à la fin, on prend aussi sa position, ce qu'on appelle finale optative. Vous prenez votre position. Et un élément peut-être de précision au niveau de la conclusion, la dissertation se termine toujours par 3 points. La dissertation se termine toujours par le point de suspension. Parce que vous laissez les libres champs au lecteur, à celui qui vous suit, de pouvoir donner son opinion, voilà, son point de vue. Oui. Parce que la dissertation elle-même, c'est un examen critique sur une opinion, sur une question, sur une certaine activité qui est due à l'expérience peut-être de la vie. Alors on émet un examen critique sur cela. Alors il faut laisser cette brèche-là pour permettre à celui qui va vous lire de continuer. Voilà d'une manière ramassée les condensés de la structure d'une rédaction ou d'une dissertation. Alors, M. Higo, vous entendre parler, on dirait que la dissertation, elle est totalement littéraire, hein, s'il faudra le dire ainsi. C'est de la littérature. Mais à quoi servirait-elle aux finalistes qui font, par exemple, les études techniques, la mécanique, l'électricité ou, c'est pas, la chimie industrielle et autres? Bon, la dissertation, comme vous le dites, semble être littéraire parce que c'est un exercice d'une grande branche. Quelle est cette branche-là? C'est le français. Et le français, c'est un cours transversal qui se donne pratiquement dans toutes les sections ou toutes les options. Qu'on soit électricien, mécanicien, tout consort, on est censé maîtriser la langue française. Pour parler de notre pays, c'est la deuxième langue, j'allais dire la première langue de l'enseignement, et même la langue officielle. C'est que les techniciens, les autres, ne sont pas exemptés parce que c'est leur langue d'administration au départ. Ils sont appelés un jour à travailler, ils sont appelés à s'exprimer, ils sont appelés à diriger, ils sont appelés à communiquer par l'oral. Ça, c'est un des objectifs ou un des buts de la langue française. Lorsque nous apprenons le français, c'est pour communiquer nos pensées, soit oralement, soit par écrit. Et la dissertation vient répondre à ce deuxième objectif-là, lequel c'est celui d'exprimer par écrit. Et ces derniers sont aussi appelés à exprimer leurs idées, leurs pensées, qu'ils soient techniciens ou pas. Ils doivent exprimer leurs idées. Ils peuvent les exprimer oralement, tout comme ils peuvent les exprimer par écrit. Alors, la dissertation vient compléter, vient asseoir cet objectif-là chez les apprenants pour que ce dernier arrive à s'exprimer aussi facilement en utilisant l'écriture. Merci beaucoup, M. Higo Tuité. Nous rappelons que vous êtes chef d'établissement. Et aujourd'hui, avec vous, sur ce plateau de Doctrina, nous parlons de la dissertation. Alors, en combien de temps les finalistes peuvent-ils apprendre cette dissertation?
Je crois que le temps est déjà défini. Le temps dans le système éducatif qui est le nôtre congolais, il est déjà présenté dans le calendrier scolaire, qui est déjà la répartition des activités scolaires dans le temps. Tout est déjà prévu à travers de ce calendrier. C'est comme je vous ai dit que cette activité qui fait partie de l'expression écrite est déjà prévue à partir de le deuxième semestre de la classe de 5e. Donc, pour parler présentement ici, les enfants qui sont déjà partis de la 5e, ils s'imprègnent déjà de la dissertation. On les initie déjà. Ils sont presque dans l'initiation. Et arrivé en 6e, là, je dirais, c'est la méthodologie proprement dite de la dissertation. Donc, c'est pendant cette période, ce sont ces deux périodes prévues pour apprendre à ces derniers la dissertation. C'est qu'on ne peut pas le faire avant la classe des 5e, mais il faut attendre à partir de cette classe-là, vers le deuxième semestre, pour déjà préparer ces enfants jusqu'en 6e. Comme ceux-là qui sont présentement en 6e sont dans le bain en train de se préparer. Monsieur Hugo Tuité, que doivent retenir les finalistes sur la dissertation? Ce qu'ils doivent retenir, c'est que la dissertation est très importante dans la formation de nos élèves ou de nos apprenants. Ici, nous l'abordons comme étant une épreuve nationale. C'est déjà une partie de l'examen d'État. Comme l'examen d'État se passe en deux sessions, il y a la mi-session ou l'hors session, il y a aussi la session ordinaire. Et ce qui annonce la mi-session, c'est la dissertation, qui est la toute première épreuve nationale. Oui. C'est-à-dire, pour eux, c'est déjà un début de l'examen d'État. Ils doivent le retenir ainsi. En tant qu'épreuve nationale, la dissertation ici a un caractère évaluatif. Les enfants seront évalués. Qu'est-ce qu'on va devoir évaluer chez eux? On va évaluer la maîtrise de l'expression écrite. Vous savez que l'examen d'État, proprement dit, sa composition est une composition subjective, disons objective. C'est-à-dire, ce sont des questions à choix multiples qui sont posées. Donc les réponses sont déjà proposées. Oui. Il appartient au candidat de choisir. C'est que l'enfant n'écrit pas. Il n'écrit pas. Et parce que ce dernier n'écrit pas, avec l'examen d'état proprement dit de 4 jours, il y a une certaine dimension qui échappe dans l'évaluation. Laquelle dimension? L'expression écrite. Alors, pour compléter cette lacune-là, c'est comme ça que la dissertation vient pallier à ces difficultés. Laquelle? Celle de pouvoir évaluer l'expression écrite. Oui. Ainsi donc, les finalistes doivent retenir déjà que pour eux, c'est un examen d'état qui commence. Et la pondération, elle est importante. Si je ne m'abuse pas, c'est pratiquement 9% que cette épreuve à elle-même porte. Donc, quelqu'un qui se défend valablement déjà la dissertation, oui, il a la possibilité d'empocher déjà, dans les 100%, d'empocher déjà quelque chose sur les 9%. Donc, qu'il mette en esprit, ce n'est pas une simple évaluation à domicile, oui, mais c'est déjà une épreuve, une entame pour l'examen d'État édition 2021. Est-ce que déjà dans votre établissement, les finalistes sont prêts pour affronter ces épreuves? Ils sont justement prêts parce que nous sommes en pleine science pratique. Comme je l'ai dit, ou peut-être je l'ai dit déjà, la dissertation a deux volets. Il y a le volet théorique qui a déjà pris fin. Là, on a présenté la structure. Oui. Et il y a aussi le volet pratique. Et dans le volet pratique, c'est maintenant exercer les enfants d'une manière hebdomadaire à disserter ou à rédiger autant de sujets. Ils le font et ils continuent à le faire jusqu'au moment opportun. Peut-être avant de finir cette émission, quelques astuces pour motiver les finalistes à la réussite.
C'est une question vraiment pertinente et très importante qui peut faire au fait l'objet même d'une émission entière. Les astuces qu'on pourra leur donner, je peux les situer à deux niveaux, au niveau intellectuel et au niveau sanitaire. D'abord sur le plan sanitaire, il faudrait que ces enfants qui se préparent aux examens d'État, comme on l'a dit un auteur, John Locke, une âme saine dans un corps sain. Lorsque le corps n'est pas sain, on a du mal à retrouver un esprit sain. Donc ces derniers doivent gérer correctement leur santé. C'est-à-dire, ils doivent mieux gérer leur sommeil. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de distraction où ces enfants, certains vont au lit tardivement au lieu de se préparer comme il se doit. Lorsqu'on va au lit à 22h, 23h, parce qu'on est accro à son téléphone ou accro à la télévision, et les sommeils dérangent. Lorsqu'on n'a pas un rythme normal du sommeil, toutes les facultés intellectuelles sont dérangées. Ou qui dit préparer examen d'État, dit un état psychique posé, calme. L'alimentation est aussi de grande importance. Il faut prendre une alimentation bien équilibrée, beaucoup de légumes, c'est important, beaucoup de fruits, c'est important. Éviter la boisson, l'alcool, parce qu'elle a deux effets. Sur le plan même psychique, c'est connu, ce n'est pas démontré ici. Et il faudrait également qu'ils aient les moments de divertissement bien chronométrés. L'exercice physique fait partie d'une bonne préparation sanitaire. Mais sur le plan intellectuel, je voudrais insister sur la participation au cours. L'élève ne peut pas espérer un diplôme par un bâton magique. Le seul miracle à faire, c'est assister régulièrement au cours. Mais cette assistance ne veut pas dire croiser les bras et observer l'enseignant comme une image à la télévision. Non, cette assistance veut dire on suit l'exposé à travers son bloc-notes. On doit disposer de son bloc-notes. Pendant que le professeur fait son exposé, l'apprenant doit prendre les éléments essentiels. Si au départ, il a un support sur lui, il doit avoir un souligneur, il doit avoir un crayon, et pendant que l'enseignant procède par son exposé, il met en relief, en évidence, les éléments clés sur lesquels l'enseignant insiste. Mais lorsque vous avez affaire à un auditoire bras croisés, et l'enseignant est en train de faire son exposé à lui seul, c'est pratiquement le monologue qui ne va servir à rien. Au-delà de cette assistance régulière au cours, l'apprenant doit lire à la maison. Et pour qu'il lise à la maison, il doit établir son horaire personnel, qu'il le gère lorsqu'il n'est plus à l'école. Parce que l'enfant a deux moments importants. Le moment où il est à la maison avec les parents, et l'autre moment il est à l'école. L'école assure ses responsabilités avec ce programme qui existe, avec la réglementation qui existe, mais au niveau de la maison, c'est là qu'il y a un petit laisser-aller chez les enfants. Parce que le suivi n'est pas au même titre que celui qui est à l'école. C'est comme ça que nous leur recommandons que chaque finaliste qui nous suit en certain moment, d'avoir un horaire personnel qui pourra les aider et à lire régulièrement. Mais on doit lire quoi? Ça me ramène à une autre recommandation, laquelle? La documentation. L'apprenant ou l'étudiant, les finalistes à l'examen d'État doivent se documenter. Il ne va pas se limiter simplement aux cours qui lui sont donnés par l'enseignant, aux résumés qui sont dans les cours simplement. Il doit avoir les manuels scolaires. Aujourd'hui, ils sont les plus chanceux, parce qu'à leur époque, ici, les manuels sont partout. Quand nous traversons les grandes artères en ville, nous trouvons les manuels étalés. Et surtout que l'Internet est en vogue, on peut trouver des manuels en ligne. Disponible. Mais chez eux, l'Internet, c'est autre chose. Donc, il doit se documenter. Il doit, au-delà des manuels, des recherches à l'Internet, les recherches dans les documents physiques, mais aussi avoir le programme national. Parce qu'on ne lit pas n'importe quoi. On doit avoir un guide qui vous dit qu'est-ce qu'il faut lire et qu'est-ce qu'il ne faut pas lire. Qu'est-ce qui est important pour les examens d'État, qu'est-ce qui n'est pas important. Et le programme le définit déjà. Lorsque les finalistes réunissent ces quelques conditions, la volonté, l'intelligence dans la réussite. Mais la volonté est là, mais l'intelligence n'y est pas.
c'est difficile. C'est difficile. Mais lorsqu'on est intelligent, mais aussi on n'a pas de volonté, c'est aussi impossible. Mais en conjuguant ses efforts de cette manière-là, sûrement, il pourra espérer à sa réussite. Alors, M. Higo, parce que vous avez évoqué le point de la santé, vous savez que depuis l'année dernière, le monde a été frappé par la pandémie, le coronavirus, et cela a aussi créé une psychose chez les finalistes. J'ai eu quand même à échanger avec certains qui ont malheureusement échoué. Ils me diront que c'est justement parce que la Covid-19 a tout bouleversé. Ils étaient un peu dans cette psychose-là. Alors, aujourd'hui, la Covid continue. Et comment est-ce que pensez-vous vraiment à ce que ces jeunes finalistes-là qui peut-être ont repris et d'autres, ils sont à leur première expérience, pourront faire face à cette pandémie pour ne pas encore avoir cette stupeur? Je pense que nous avons deux intervenants majeurs dans la préparation de ces enfants aux examens d'État. Il y a l'école avec son personnel, il y a aussi l'enfant lui-même. Mais la gestion de la Covid-19 au niveau de l'institution, c'est d'abord l'affaire de l'école. C'est l'affaire des animateurs. Ce sont eux qui font respecter, qui doivent faire respecter toutes ces mesures qui ont été enseignées à travers le média. C'est tout le jour qu'il y a des recommandations que ces derniers doivent observer. C'est-à-dire, si l'école essaye de mieux gérer cette Covid-19, c'est qu'elle n'aura pas d'impact sur le déroulement des enseignements. Ouais. Et si elle est mal gérée, si les mesures ne sont pas bien respectées et que ces enfants prennent les choses à la légère, c'est ainsi que la psychose va s'installer. Mais, j'ai toujours dit, le cadre qui est mieux approprié d'ailleurs pour que ces mesures se fassent bien respecter et que ça passe facilement dans la tête des enfants, c'est les milieux scolaires. Parce que là, nous avons des personnes à tutorer. Nous avons des communicologues comme vous autres, oui, qui sont appelés, qui savent passer une information, qui savent communiquer pour que l'information donnée ne puisse pas créer le stress chez les enfants. Et nous sommes capables de le faire par rapport à d'autres secteurs de la vie où ces informations sont des copier-coller. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et ce sont des informations qui sont parachutées parce que dans ces secteurs, il n'y a jamais de réglementation. Ça évolue comme ça, sans discipline, sans ordre, sans normes. Mais chez nous, les normes existent depuis longtemps. C'est que nous avions pris simplement ces règles qui ont été dictées par les personnes de santé, nous les avions intégrées dans nos règlements, comme d'habitude, oui, et nous procédons, comme les autres règlements qui existent, nous procédons à ces rappels et à les faire observer d'une manière pédagogique. Et comme nous procédons d'une manière éducative, ce que nous atténuons cette tension qui peut naître suite à cette pandémie. Mais en soi, la pandémie elle-même n'a pas d'impact sur l'intelligence de l'enfant, n'a pas d'impact sur les facultés cognitives qui sont invitées dans la préparation aux examens d'État. Mais la pandémie aurait d'impact sur l'organisation. Et pour empêcher cet impact, il appartient alors aux gestionnaires de mieux gérer cette pandémie au sein des institutions scolaires. Mais quant aux enfants eux-mêmes, il n'y a pas à regretter à ce niveau. Monsieur Higo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes chef d'établissement et dans ce numéro des Doctrina, il était question de la dissertation. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. On se retrouve très prochainement sur la même fréquence.